Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour Maurez, bonjour Mauré. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur le plateau ce matin, puisque l'heure est quand même importante pour Mayotte. Je le rappelle, un mouvement des élus, de tous les élus de Mayotte, c'est-à-dire les maires, les conseillers départementaux, vous forcément, les parlementaires, qui ont appelé depuis hier à la fermeture des écoles, à la suspension du transport scolaire et aussi à la fermeture des établissements publics dont ces mêmes élus ont la responsabilité. Une réunion hier, une autre est prévue ce matin. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Monsieur le Président, de cette réunion qui va se dérouler ce matin? D'abord, expliquer pourquoi nous sommes arrivés là, parce que nous estimons que nous ne sommes pas suffisamment entendus. Plusieurs réunions, plusieurs rencontres, des assises, des tables rondes ont été organisées sur le thème de l'insécurité, de l'immigration clandestine, puisque nous estimons que l'insécurité découle de cette immigration clandestine non contrôlée, non maîtrisée ici à Mayotte. Je le rappelle, ce ne sont pas mes chiffres, mais ce sont les chiffres qui se retrouvent aujourd'hui dans le document de la Cour des comptes qui annonce entre 7 et 10 000 arrivées par an ici à Mayotte. D'ailleurs, je suis convaincu que ces chiffres sont encore une fois minimisés parce que s'il n'y avait que 7 000 ou 8 000 entrées à Mayotte avec 25 000 reconduites aux frontières annoncées par la préfecture, tous les ans, vous voyez bien, on aurait eu une baisse de la population aujourd'hui à Mayotte, mais on constate qu'au contraire, le nombre d'habitants. Ce même document annonce aussi qu'en 2025, en 2050, la population de Mayotte dépasserait les 750 000 habitants. Vous voyez, donc il y a une certaine inquiétude, une forme d'inquiétude qui est justifiée par rapport aux annonces. Moi, je ne dis pas que ce ne sont pas mes éléments, c'est bien les éléments contenus dans le document de juin 2022 de la Cour de compte. Donc nous estimons que nous ne sommes pas suffisamment entendus. Donc on est décidé de passer un cap, d'aller beaucoup plus loin et effectivement de fermer l'ensemble de l'administration. Je rappelle en tout cas ce qui est le cas pour le conseil départemental. Ce n'est pas une fermeture à longue durée. Nous, on a fait fermer, bloquer aussi arrêter les bus. Mais l'objectif n'est pas du tout pour nous d'empêcher nos enfants d'aller à l'école, puisqu'on sait que les lycées sont ouverts. Nous savons que les enfants se débrouillent quand même pour aller à l'école. Nous comptons rétablir tout ça dès lundi et continuer les discussions, les échanges avec le préfet. Nous attendrons des propositions concrètes. Ces propositions-là, les Maoris l'ont fait. La grève de 2018, il y a eu des propositions concrètes qui ont été données à l'État. Il y a différents documents, les assises de l'insécurité qui a été organisée par la mairie de Mamoudzou ont fait un certain nombre de propositions. Nous attendons de l'État aussi la traduction concrète sur le terrain de ces propositions-là que nous avons faites. Hier, le préfet Suquet a répondu à votre invitation. Il a participé avec vous à la réunion, une réunion de 3 heures, beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Mais le préfet n'est pas venu avec une mallette remplie de propositions pour faire changer les choses. Il a plutôt défendu son bilan, rappelé quels étaient les moyens d'action et il n'a pas dit qu'il allait, à partir d'aujourd'hui, demain lundi, faire ci, ça ou ça en plus. Donc comment interrompre le mouvement s'il n'y a pas de choses qui bougent du côté de l'État? Le mouvement, on continuera à discuter, à échanger. Nous, il y a plusieurs orientations qui ont été données. Ça comprend aussi un déplacement rapide. Nous, on demande même à être reçu une deuxième fois, mais cette fois-ci, une délégation plus large que Maorez par le ministre Darmanin et par le président de la République. Ça fait partie de demandes que nous posons aujourd'hui sur table pour aller encore une fois discuter. Lors de la visite parisienne que j'ai eue avec le président des associations de maires et parlementaires, il était question déjà de l'insécurité, mais on était noyé dans une masse de revendications de tous les Outre-mer. Aujourd'hui, il convient que nous soyons reçus, que les élus mahorais, une délégation d'élus mahorais, pour encore une fois poser sous table. Donc les actions de discussion, d'échange, de pression, on va continuer à les mettre en place, mais permettez-moi aussi de le permettre à nos enfants
d'aller aller à l'école parce qu'il ne faut pas non plus pénaliser nos élèves. Mais certains, dans la discussion d'hier, et déjà même au moment où l'Association des maires a publié son communiqué, tout le monde a dit qu'ils affichaient, enfin tous les élus ont dit unis derrière la déclaration de l'Association des maires, mais, et vous êtes en train de l'exprimer là, pas d'envie d'empêcher les enfants d'aller à l'école. Parmi les élus, il y a des gens qui sont beaucoup plus, y compris dans les conseillers départementaux, qui sont beaucoup plus revendicatifs et qui disent c'est le prix à payer pour obtenir ce dont on a besoin. Comment vous allez vous rassembler entre des gens comme vous qui sont plus, je dirais, consensuels et des gens qui sont pour le conflit ? Moi, je crois que la solution viendra des échanges, des discussions, de négociations. Je ne suis pas d'avis de bloquer le territoire sur des mouvements de grève ou de mouvements. Donc, je le dis, on va continuer à mettre la pression, on va travailler. Aujourd'hui, c'est la demande, je crois qu'on va encore insister auprès du préfet qu'il faut qu'une délégation mahoraise soit reçue en urgence à Paris pour aller échanger avec nos ministres et le président de la République. Ça devient, aujourd'hui, c'est un impératif. Il faut que nous ayons ces moments-là, ce rendez-vous-là, parce qu'on sait qu'ils ne se déplaceront pas tous ici, mais nous sommes prêts à faire le déplacement. Ça ne coûtera rien au ministre Darmanin ou même au président de la République de nous accorder 2 heures de temps, de son temps, même s'il a un agenda que nous comprenons bien chargé. Oui. Mais encore une fois, nous avons un territoire à défendre, nous avons aussi un avenir à assurer à nos jeunes. On l'a fait en 2011, on l'a fait en 2016, on l'a fait en 2018. Je crois que les discussions, les négociations doivent être menées, les pressions doivent être menées, mais je crois qu'il est important que nos enfants aussi reprennent le chemin de l'école. Le collectif des citoyens de Mayotte est avec vous dans la démarche. D'ailleurs, il a été associé aux premières réunions et il sera tout à l'heure à la réunion de la mairie de Mamoudzou à 9h. Le collectif a fait partie des personnes les plus virulentes et les plus revendicatives. Eux sont prêts à aller décaser eux-mêmes si les décasages ne reprennent pas rapidement. En tout cas, c'est ce qui a été très clairement exprimé hier, place de la République, pendant les longues heures d'échange avec la population. Je le rappelle, 200 personnes en plein soleil, toute la journée, se sont relayées pour assurer une présence permanente autour de ce discours. Faisons-nous justice nous-mêmes. Et d'ailleurs, à Tsunzu, hier soir, pendant la nuit, un groupe de personnes a fait fuir une dizaine de délinquants qui s'apprêtaient à aller tout casser comme d'habitude. D'abord, je voudrais remercier le collectif, mais les Mahorais ont compris. Les Mahorais ont compris que la solution n'est pas dans les mairies, la solution n'est pas au conseil départemental. Aujourd'hui, clairement, c'est l'État qui doit apporter la solution. Même, attention, je le dis hier au préfet, moi, ce que j'entends, ce qui se dit, qui se sont déroulés dans le bus, on ne peut pas tolérer. Non. Nous sommes aujourd'hui, quand on parle de machettes qui sont rentrées dans les bus, les élèves dedans, il est de devoir de chacun d'apporter des solutions. Nous, au conseil départemental, nous sommes en train d'étudier, de réfléchir à des solutions de sécurisation. Vous savez, nos médiateurs sont passés de 70 il y a 5 ans à 140 aujourd'hui et nous étudions carrément la possibilité de conjuguer tout ça avec de la sécurité privée pour travailler aussi bien dans nos bus, mais aussi à l'accès des barges. Mais, et je l'ai dit au préfet, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même cette sécurité privée, ils disent que s'ils vont aller là-bas avec les moyens qu'ils disposent aujourd'hui, c'est-à-dire que de leurs bras et leurs mains, ce n'est pas possible. Il faut aujourd'hui autoriser à ces sociétés de sécurité privée de former d'abord leurs salariés à des techniques beaucoup plus complexes, beaucoup plus sûres, avec aussi des outils. Des armes, dites-le. Oui, je ne parle pas forcément du fusil à pompe, mais on sait qu'il existe de gaz lacrymogène beaucoup plus puissants qui peuvent être utilisés. Ils peuvent des armes de catégorie P qui peuvent être utilisées. Moi, ce que je demande, moi aujourd'hui, si je demande à travailler avec des sociétés privées, ce n'est pas celle que c'est connu aujourd'hui, mais avec des agents de sécurité suffisamment armés pour pouvoir
confrontés à ces jeunes-là, parce que eux, quand ils arrivent, ils sont armés. Ils sont armés. Monsieur le Président, on a quand même l'impression que les années passent, que rien n'évolue et que les problèmes augmentent. Les transporteurs scolaires disent que cette année scolaire, les voyous sont dans l'autocar avec leur carte payée. Et ils sont dans l'autocar et ils agressent les autres enfants qui sont, eux, pas des voyous. Comment on fait pour gérer des situations qui sont d'année après année de plus en plus complexes ? Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, de notre part, au niveau du conseil départemental, je le dis, j'entends des propositions qui nous demandent de créer des, comment on appelle, de créer des polices, de transport. Moi, je le dis encore une fois, même si on crée des polices de transport, mais s'ils ne sont pas outillés, ça ne sert à rien. Et je l'ai dit au préfet, ma demande la plus pressante aujourd'hui, je veux sécuriser nos hubs, les montées et les descentes des élèves, je veux sécuriser les bus, mais avec du personnel qualifié, mais aussi équipé. Et moi, je souhaite que ça soit mis en place très rapidement pour que nous mettons en place. Moi, je le dis dans nos sites, et je l'ai dit, je l'ai expliqué au préfet. Il y a quelques années, la ligne sécurisation de sites, tout ça, nous coûtait pratiquement 100-200 000 euros. Aujourd'hui, pour cette année, il nous coûte 2 millions d'euros. Le marché transport scolaire, il nous coûte aujourd'hui 36 millions d'euros. C'est un marché très cher. Je suis disposé d'aller beaucoup plus loin en sécurisant ça, en mettant les moyens, mais il faut que les moyens que nous mettions en place puissent être efficaces. Et pour que ces moyens-là soient efficaces, il faut que les agents de sécurité, les sociétés de sécurité soient formés et équipés. C'est surtout de ça. Un seul agent de sécurité peut faire l'affaire. Je discutais avec les différents directeurs de sociétés de sécurité ou autres, à condition qu'ils soient équipés. Je le dis, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il faut des mesures exceptionnelles aujourd'hui pour Mayotte et il est de mon rôle, de mon devoir d'assurer les transports des élèves de leur village au lycée sans heure. Et pour ça, il faut un service de sécurité. Et je le dis, mais pas que là aussi. Je crois aussi que la barge, on n'a pas encore eu des dégâts à la barge, oui. Mais on doit aussi dès maintenant prendre des mesures. Les entrées et les accès à la barge doivent être sécurisés par des services de sécurité extérieurs. Aujourd'hui, je ne peux plus fonctionner avec les quelques agents du conseil départemental. Je peux renforcer autant de médiateurs que je veux pour les transports ou pour les agents de sécurité interne à la barge. Ce n'est pas ça qui fera l'affaire. Il faut des équipements et des agents formés par des sociétés de sécurité privées extérieures pour sécuriser tout ça. Et se posera très vite aussi la question de la justice quand il y aura eu des débordements, puisque des voyous auront sorti les armes et qu'ils se feront blesser, qu'on aura toutes les associations droits de l'homiste sur le dos qui nous diront qu'on a fait du mal aux voyous. Bref, c'était un autre sujet dont on aura forcément l'occasion de reparler à un autre moment. Une autre question, Monsieur le Président, qui est très importante. En mai dernier, vous étiez à Fort-de-France avec vos homologues des autres départements d'outre-mer et le lien se fait, hein, puisque vous avez signé avec 6 autres présidents de régions et de conseils départemental un appel qui est devenu appel de Fort-de-France, mais qui était finalement un appel au secours qui a été reformulé par l'Association des maires il y a quelques jours. À l'issue de cet appel, une réception par Emmanuel Macron qui s'est déroulée il y a quelques jours à l'Élysée. Est-ce que vous avez réellement, suite à ce texte fort qui a été signé, est-ce que vous avez noté un changement côté gouvernement sur la manière de vous recevoir et de traiter les sujets? Sur cette partie-là, encore une fois, sur la manière, effectivement, ils ont fait des propositions. C'est-à-dire c'est de plus à l'écoute et surtout de nous intégrer dans leur agenda, qu'il n'y ait plus besoin à chaque fois de se bagarrer pour avoir un peu de temps d'échange, de discussion, mais un agenda va être mis en place pour qu'annuellement, il y ait un échange entre le ministre de l'Intérieur, qui chapeaute aussi les Outre-mer, et d'abord les présidents de région. Donc c'est un agenda qui va être mis en place et la même occasion, le président de la République aussi est disposé aussi à nous intégrer dans un agenda annuel avec l'ensemble des élus ultramarins. Mais moi, je crois aussi que c'est pour ça la douane, il faut aussi aller beaucoup plus loin. Vous savez, effectivement, des sujets convergent parce que ce que nous avons, le problème de sécurité que nous avons, les Guyanais le vivent,
sous d'autres formes. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, j'entends quelques chiffres qui ont été annoncés. Rien qu'au premier semestre 2022, en Guadeloupe, on parle de 19 homicides par balle, 32 en Guyane. Donc le problème d'insécurité, et ils le connaissent sous d'autres formats. Ce n'est pas forcément le format que nous connaissons aujourd'hui. Donc dans cet ensemble-là, il y a des avancées. Par contre, en termes de solutions concrètes, pour apporter des solutions dans nos problèmes, ce n'est pas cette rencontre-là qui nous a apporté de solutions. Nous attendons d'être reçus pour qu'on propose. Nous, en ce qui concerne Mayotte, ça a été dit, et effectivement, le président de la République l'a réaffirmé là-bas, que le projet de loi Mayotte, la loi programme pour Mayotte, va reprendre. C'est aussi un acte fort que nous devons être surveillés, être vigilants, parce que j'ai encore dit au président de la République, c'est ce que Mayotte veut, mais Mayotte veut que ce document-là soit travaillé par les Mahorais, que ça ne soit pas un document imposé, que les orientations. Mais j'aimerais, avant d'aller beaucoup plus loin, d'abord vous remercier de parler du projet de loi de la paire de Fort-de-France, parce que je crois qu'il n'est pas forcément compris par tout le monde, c'est quoi l'appel de Fort-de-France. L'appel de Fort-de-France, c'est 3 éléments. D'abord, le premier élément dedans, c'est nous luttons pour une politique publique plus adaptée dans chacun de nos territoires. C'est-à-dire que la réalité de nos territoires soit connue et que les politiques publiques puissent être adaptées selon le territoire. Que les solutions ne soient pas transposées d'un territoire à un autre, tout simplement, hors sol. Parce que qu'est-ce qu'on a? Lorsque on nous annonce ici le durcissement du droit du sol, on entend des Parisiens, des Limousins qui nous disent oui, mais ce n'est pas... C'est pas la Constitution. C'est pas la Constitution. Donc nous, ce que nous demandons en premier lieu, c'est ça. C'est que oui, la Constitution est une base, mais cette base-là doit permettre des ouvertures parce que vous savez que l'année prochaine, il y a un travail qui va être mené sur... L'article 73 et 74. Pas forcément. Attention, ce n'est pas ce qu'il nous a dit la présidence de la République. C'est un élément, mais la Constitution, il y a une révision de la Constitution et c'est un moment de permettre des discussions, de complétude de cette Constitution. Donc nous, on souhaite qu'on aille beaucoup plus loin, que cette Constitution permette aussi des ouvertures afin que les lois puissent par moment être adaptées aux réalités de nos collectivités. On connaît le système aujourd'hui. Peut-être qu'en France métropolitaine, il n'y a pas forcément besoin, et je l'ai précisé au président de la République, 8 000 mineurs isolés, ou tant bien même 10 000 mineurs isolés pour la métropole, c'est rien. Mais sur un territoire de 374 km², 10 000 mineurs isolés, c'est ingérable. C'est ingérable. Donc, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Deuxième chose, c'est de permettre aussi au territoire ce que nous appelons la domiciliation de lever des décisions. Que les décisions ne se prennent pas toujours à Paris pour Mayotte, mais qu'il faut que les cercles de décision puissent être aussi domiciliés au sein de notre territoire. Et je parle pour Mayotte, donner un peu plus de possibilités à la région, aux communes, de prendre des décisions. Nous sommes dans un territoire encore, ici à Mayotte, où les permis de construire, c'est l'État qui décide d'un permis de construire qui doit se faire à Mtsamboro, sans jamais être allé visiter le terrain, sans connaître les réalités de ce terrain-là. Mais c'est ça, les autorisations d'aménager ici à Mayotte, et c'est une spécificité mahoraise, se décident encore à la DEAL. Tant bien même que dans les autres territoires, c'est une compétence régionale, mais c'est encore l'État qui décide avec le turnover. D'ailleurs, je voulais le dire aussi, ça a aussi été pointé par la Cour des comptes, c'est que le turnover important des agents de l'État ici à Mayotte ne favorise pas le développement de nos projets et les prises de décisions favorables au contexte du territoire, parce que le fonctionnaire arrive à Mayotte, le temps de connaître le territoire, il s'en va. Mais Monsieur le Président, tout ce que vous... Le troisième élément de la paire de Fort-de-France, et puis j'arrête là, c'est pour une politique économique basant sur les atouts du territoire. Il faut que l'économie, la politique qu'on va mettre en termes de l'économie à Mayotte, tient compte de nos atouts. Nous sommes à Mayotte un territoire, par exemple, connu, selon une étude,
d'avoir un atout certain sur notre lagon, propice à l'aquaculture, propice. Donc il faut que les décisions en matière de développement tiennent compte de nos atouts. Voilà l'appel de Fort-de-France. Ce n'est pas du tout un appel constitutionnel de l'article 73 et l'article 74, tel que certaines personnes veulent le dire. Et je finis pour dire qu'en ce qui concerne l'article 73-74, il n'y a que la Guyane et la Martinique qui sont intéressés justement par cette modification. Ni Mayotte, ni La Réunion, ni la Guadeloupe ne souhaitent une modification. On a signé parce que l'appel de France, c'est ces 3 éléments. Alors, Président, moi j'entends ce que vous dites. Tous les éléments que vous avancez, plus ou moins tous les téléspectateurs les connaissent et on est tous en phase. Ils les ont entendus à Paris à plusieurs reprises, dans les différentes réunions qui ont été organisées avant le dîner avec le président, chez Carenco, chez Darmanin, chez Borne, bref, tout le monde l'a entendu au moins 4 fois en fonction de qui ils ont reçu. Mais quand est-ce qu'ils vont prendre les décisions et permettre de faire les choses que vous venez d'annoncer? Parce que c'est bien de ça dont il est question. Des symposiums, on raconte des tas de trucs pendant des heures, c'est chouette, mais quand est-ce qu'on met en œuvre? C'est les échanges qu'on a eus, c'est la pression que nous continuons à faire. C'est pour ça que je dis que nous continuons à discuter, à négocier, parce qu'il y a urgence. Je crois qu'il y a des gens à Paris qui ne croient toujours pas à l'urgence de la situation que nous vivons. On leur en parle, ils entendent, mais ne vivant pas les choses au quotidien, ils n'ont pas encore conscience de cette urgence-là. Mais alors, Président, là aujourd'hui, vous avez bloqué les écoles, vous avez bloqué le transport scolaire. À Paris, tout le monde parle de nous, pour une fois, pas pour dire que finalement, il y a encore eu une émeute. Là, c'est vraiment pour dire qu'il y a un problème. Si on lève tous les barrages, enfin, il n'y a pas de barrage, si on lève si on remet le transport scolaire et qu'on réouvre les écoles, mais c'est terminé, on a perdu notre manière de nous faire entendre et on est à 10 000 km de Paris. Nous avons recherché d'abord l'effet électrochoc. Oh ben ça, il a obtenu. Cet effet-là, on l'a obtenu. Oui. Tout Paris parle de nous. OK. On a eu cet effet électrochoc. Oui. Les gens ont vu de quoi nous sommes capables. Nous relançons juste la discussion. Encore une fois, je le dis, nous relançons la discussion, on attend. Effectivement, on peut partir sur d'autres formes d'action. Et s'il faut reprendre, on reprendra les actions que nous menons. Mais l'effet électrochoc, on l'a obtenu. Moi, j'estime que c'est juste cette part. L'objectif de ça, c'est un plaisir pour aucun maire, aucun chef d'une collectivité d'en arriver à cette situation. Nous sommes arrivés là. J'espère, j'ose espérer que d'ici peu, comme je le dis, il y aura une vraie négociation, une vraie discussion. En tout cas, nous allons demander au préfet, et que ce ne soit pas forcément le même. Hein. Moi, je le dis, une délégation qui partirait à Paris, je militerai que ça ne sera pas forcément les mêmes pour que peut-être là-bas, ils entendent. Au conseil départemental, ça ne sera pas encore Benissa Ousseni, parce que si c'est encore moi, on va dire que je répète de toute façon. Peut-être d'autres élus, pas forcément Madissouf. Les maires doivent envoyer d'autres élus. Au conseil départemental, ce sera d'autres élus qui parleront au nom de la collectivité. Et peut-être même, hein, plus largement, élargir un peu plus large cet échange, ces discussions-là, pour qu'on soit entendu. Encore une fois, je le dis, Anne, nous avons l'obligation de mener des actions, mais je le dis aussi, il ne faut pas non plus tout pénaliser, bloquer l'île. Mais, je le dis encore une fois, je reste profondément solidaire avec les autres élus. Je ne ferai pas forcément cavalier seul. Nous travaillons ensemble, mais mon profond sentiment, c'est de dire que lundi, il faut que les élèves aillent à l'école. C'est mon sentiment très personnel et très profond. C'est le sens de l'arrêté, en tout cas de note de service qu'on a sorti aujourd'hui. Après, on va échanger et puis on arrêtera de position commune. Tout à l'heure, vous allez vous réunir et ce sera ma dernière question. La belle unité qui est affichée au-delà des courants politiques, et on l'a bien vu hier, hein, quand des élus qui ont des enjeux dans les urnes dans quelques jours arrivent à dire, des enjeux opposés arrivent à dire tous les deux ensemble, on est d'accord l'un avec l'autre. C'est une belle unité mahoraise qui est affichée. Vous comptez, dans les décisions que vous allez prendre tout à l'heure, vous comptez garder cette unité? C'est l'objectif premier. Aujourd'hui, il faut que les élus continuent à parler d'une même voix, à rouler dans le même sens. Et ce sens-là, c'est seulement le sens des intérêts de Mayotte. Donc, c'est ce que je dis, je ne ferai pas forcément cavalier seul. Je pose sur table
mon ressenti. Et puis, ensemble, on va débattre, on prendra la décision. Comme je l'ai dit, lundi, on ouvre le bus, mais si ensemble, on décide qu'après, il va falloir tout recommencer, parce que c'est ce que je dis, si on n'est pas entendu, vous savez, il reste une semaine, après la semaine, c'est les vacances. Donc, ça nous laissera peut-être plus le temps d'organiser, de communiquer, d'expliquer aux parents, de prendre les dispositions, parce que là non plus, ça n'a pas forcément... Ça a été pris du mercredi pour une... Donc, si effectivement nous estimons qu'on n'est pas entendu, pour la rentrée, ce sera d'autres décisions, d'autres propositions. S'il faut encore arrêter pleinement les bus, on arrêtera. Mais bon, j'espère qu'avant la rentrée, nous soyons entendus et que aussi... et c'est ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est que les services de l'État, pas l'hôpital, d'ailleurs je vous le dis, je remercie le CHM d'avoir aussi relayé cette décision et aussi avoir participé avec nous dans cette démarche-là. Et j'espère que le rectorat prendra la décision, parce qu'il y a des décisions, effectivement, le maire de Mamoudzou, il a dit hier, qui n'est pas compris. Lorsque les enseignants font le moindre menace qu'ils ont à leur école, il faut prévoir un droit de retrait et quittent l'école parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Que hier, il n'y a aucune mesure de sécurité qui a été organisée autour des écoles et que les enseignants vont quand même à l'école. Il y a un peu d'incohérence dans toutes ces décisions-là. Donc nous espérons que si rien n'est mis en place, à la rentrée, les enseignants, le rectorat, tout le monde sera avec nous pour mettre en place cet autre plan d'action qui sera mené. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux Mahorais, merci aux Mahorais. Et bonne négociation. Réfléchissez bien pour nos intérêts. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.